ce que nous sommes en train de faire. L'histoire encore, on revient à l'histoire. Or, ce qui se passe à l'instant même où nous sommes en train de parler, il y a des millions, 2,5 millions de personnes qui sont dans une situation de souffrance pour lesquelles on a maintenant toutes les caractéristiques juridiques d'un génocide. Tout. On coupe la nourriture, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on coupe le gasoil, on empêche la nourriture de rentrer à l'intérieur. On a tous les éléments caractéristiques. Et maintenant, le déplacement de la population. Nous avons tous les éléments caractéristiques d'un génocide vis-à-vis de cette population de 2 millions. Alors, arrêtez de parler de l'histoire, arrêtez de parler. Il faut se concentrer sur la capacité que nous puissions avoir aujourd'hui à arrêter immédiatement ce massacre. Arrêtez immédiatement ce massacre. Vous ne parlez pas de génocide par hasard, non, pas du tout. C'est un mot que vous utilisez. Maintenant, nous avons les éléments caractéristiques juridiques, puisqu'il y a, sur le plan juridique, entre le massacre et le génocide, il y a la volonté de détruire une ethnie, dans la mesure où vous lui coupez la nourriture, que vous lui coupez l'eau, que vous coupez l'électricité, que vous coupez le gasoil, que vous l'empêchez de se soigner, etc. Vous avez les éléments caractéristiques qui permettent de dire juridiquement c'est un génocide. Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons devant ce génocide ? Arrêtez de refaire l'histoire, et je vous rejoins parfaitement. Arrêtons maintenant et concentrons-nous sur ce qui se passe maintenant, pas sur le 7 octobre. Sur ce qui se passe maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'accorder sur les termes du débat et sur les mots sur ce qui se passe ? Rina Bassis, quand vous entendez le terme de génocide dans la bouche de Raphaël Pitié, est-ce que c'est violent pour vous ? Est-ce que vous l'entendez d'une certaine manière ? Moi, je ne crois pas qu'il y a cette intention de génocide. Mais après, il y a aussi quelque chose, je veux dire, et c'est d'aucune façon de ne pas minimiser ce qui se passe à Gaza. Ça me fait énormément de peine. Ce n'est pas pour minimiser. Mais il y a cette pensée qui persiste chez les Israéliens depuis le 7 octobre, disant, et si Hamas aurait relâché maintenant, aujourd'hui, les 59 otages, rendre l'arme, qu'est-ce qui va se passer ? Et cette question, en Israël, et ça je donne mon analyse, en gros, le Hamas, qui pense que le Hamas a les cartes en main et pourrait, en rendant les otages restants, arrêter le carnage. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est une grande question qui se pose. Et en Israël, donc je donne les sentiments des Israéliens, ce n'est pas une question de jugement. Et on a les sentiments comme si le monde a arrêté de poser cette question. Parce que le Hamas a quand même la capacité de tout arrêter d'une minute à une autre. Je reste quand même, sur la question des mots. Je ne sais pas si tu voulais là-dessus. Oui, non, mais sur la question des mots, ça a commencé comme ça, l'émission, et j'ai attentivement quand même noté les expressions de Netanyahou et de son ministre des Finances. Ce n'est pas une annexion, ce n'est qu'un déplacement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un déplacement ? Quand on regarde historiquement et politiquement, et quand on s'appelle un État d'Israël dirigé par un Premier ministre qui ose dire ce n'est qu'un déplacement, et qu'on a une histoire venue de toute la problématique de ce que ça veut dire les déplacements.